Kim se détend dans son immense palais, passant un dimanche tranquille à boire et à grignoter une assiette de délicieux fromage suisse. Il a visité un certain nombre d'installations de production militaire plus tôt dans la semaine. Il s'est donc accordé un peu de repos et de détente, regardant des films de Jackie Chan en attendant le prochain vidéo à la demande de ce match des Chicago Bulls qu'il attend avec impatience. C'est une belle journée en République populaire démocratique de Corée, et bien que ce soit son jour de congé, Kim a gentiment accepté que nous documentions cette journée dans sa vie extraordinaire. Voici, mesdames et messieurs, un regard derrière le rideau sur le royaume ermite de la République populaire démocratique de Corée et son dirigeant suprême, l'unique Kim Jong-un. Merci de nous rejoindre aujourd'hui au glorieux leader. Nous verrons l'opulence et le luxe que seul un royal comme Kim pourrait se permettre. Le dirigeant de la Corée du Nord a des goûts assez coûteux. Pas très différent de son père, bien qu'on ne sache pas exactement combien d'argent le grand fromage de la République populaire démocratique de Corée a en main, il a certainement assez pour se faire plaisir en biens de luxe. En 2012, l'année où Kim Jong-un a pris le pouvoir en tant que leader suprême, les dépenses annuelles en biens de luxe ont bondi de l'équivalent de 300 millions de dollars à plus de 645 millions de dollars. On parle d'être un flambeur, n'est-ce pas? Gardez les caméras ici, les gens, comme nous l'avons pratiqué. Gardez les yeux uniquement sur le leader suprême si vous voulez garder votre liberté. Vous pensez simplement que j'ai dit de garder votre liberté. Passons d'un immense palais présidentiel à Pyongyang à des îles privées, un super yacht de luxe, des voitures de sport offertes par Vladimir Poutine lui-même, et bien sûr, un jet privé. Kim Jong-un a tout. Bien qu'il ait 17 palais parmi lesquels choisir et sa propre île privée, Kim réside fréquemment à sa résidence de Ryongsong, un palais entièrement meublé avec un cinéma sur place d'une capacité de 1000 places parfait pour se détendre à la fin d'une dure journée. Vous vous interrogez sûrement sur les films préférés du leader suprême de la Corée du Nord? Eh bien, Kim Jong-un est apparemment un grand fan des films Godzilla. N'est-ce pas incroyable? L'amour du cinéma kaiju est familial. Son père, Kim Jong-il, était un tel amateur de Godzilla qu'il a kidnappé le légendaire réalisateur sud-coréen Shin Sang-ok et sa femme, puis les a forcés à l'aider à réaliser le plus grand film kaiju nord-coréen de tous les temps, Pulgasari de 1985. Oui, c'est effectivement vrai. La famille McKim fait vraiment le maximum pour garder leur peuple heureux et diverti. Attendez, vous dites qu'il y a une énorme disparité de richesse entre l'élite et les citoyens nord-coréens? Tu ferais mieux de surveiller tes paroles derrière cette caméra. Continuez à observer les possessions impressionnantes de Kim Jong-un. Les goûts coûteux du leader suprême s'étendent même à son régime alimentaire, avec beaucoup de nourriture chère importée en République populaire démocratique de Corée, de partout dans le monde. Nous parlons de porc de la plus haute qualité en provenance du Danemark, de steaks de bœuf de Kobe du Japon, de melons chinois, de caviar d'Iran et même d'une tonne de café brésilien. Le leader suprême a besoin de toute la caféine qu'il peut obtenir, et seul le meilleur suffira. Il a dépensé bien plus de 920 000 dollars uniquement en café en 2016. Ajoutez à cela 95 000 dollars supplémentaires en vin allemand et même 33 000 dollars en spiritueux américains, coûteux comme le Hennessy, qui peuvent coûter plus de 2 000 dollars pour les bouteilles du haut de l'étagère. Ça ressemble sûrement à une fête. Que voulez-vous dire par qu'est-ce que mangent le reste des gens en Corée du Nord? Ils reçoivent leurs rations qui ont été réduites dernièrement. En fait, le leader suprême a dû les réduire en 2019. Il y a des pénuries de nourriture, voyez-vous. Pourquoi continue-t-il de dépenser autant dans la nourriture chère et restaurants pour élites fortunées? Écoute, arrête peut-être simplement de poser des questions, d'accord? Tu sais quoi? Je pense que nous avons terminé ici. On s'en va, merci pour votre temps et... Écoute, nous savons tous que tu sais que tout cela n'est que de la communication. Kim Jong-un mène en effet une vie opulente dans le luxe, tandis que les citoyens ordinaires de la Corée du Nord peinent à joindre les deux bouts. Alors que les élites plus riches profitent de restaurants chics et de toutes les bonnes choses de la vie, les gens ordinaires en République populaire démocratique de Corée reçoivent des rations de nourriture maigres et doivent constamment se soucier de la famine et de la maladie, tout en étant également forcés de vivre sous le règne autoritaire brutal de leur leader suprême qui impose des limites effrayantes à leurs droits de l'homme, les empêchant de se déplacer librement dans le pays et même de quitter la Corée du Nord. Avec un tel degré de pauvreté et d'inégalité entre les classes sociales, vous êtes probablement ici à la recherche des réponses à quelques grandes questions. 1. Comment Kim Jong-un y arrive-t-il? Il est constamment dépeint et décrit comme un homme sauvage, imprévisible, qui pourrait perdre son sang-froid à tout moment et lancer une ou plusieurs de ses armes nucléaires dans un accès de rage. Et cela nous amène à la deuxième question. Pourquoi est-ce que la Corée du Nord menace constamment de déclencher une guerre nucléaire? Et dernièrement, les menaces de représailles nucléaires de Kim ont semblé un peu moins vaines. Il a même désigné la République de Corée, le voisin allié des États-Unis de la République populaire démocratique de Corée, comme l'ennemi principal de son royaume ermite.
Il a même ordonné la destruction d'un monument dédié au concept d'unification, laissant penser que sous le règne de Kim, le seul espoir de réunification coréenne est que Kim l'unifie en un énorme tas de cendres irradiées. Mais voici le hic, dans un monde post-annihilation nucléaire, il n'y aura plus de match des Chicago Bulls, ni de bœuf Wagyu, ni de bouteilles de NSI importées tant aimées de Kim. Quel est donc son but ultime ici? Sûrement, si Kim Jong-un a réussi à accumuler plus de richesses que les citoyens de son pays entier ne verront jamais, même une fraction de celle-ci, ne voudrait-il pas protéger son mode de vie somptueux? Commençons par clarifier. Oui, Kim Jong-un est absolument un dictateur dangereux, qui, en plus d'être responsable de l'abus brutal des droits de l'homme de son propre peuple, représente une véritable menace pour le monde entier. Donc, malgré ses fanfaronnades, ces menaces belliqueuses sont soutenues par une force considérable, ce qui justifie l'inquiétude chaque fois qu'il ordonne agressivement l'alerte nucléaire à l'armée de la République populaire démocratique de Corée. Frappe! La Corée du Nord est l'un des pays les plus militarisés du monde entier, avec son armée considérée comme l'une des institutions sociétales les plus importantes pour résoudre les problèmes économiques et politiques. L'agression extérieure affichée par Kim Jong-un à travers son armée est en outre soutenue par les progrès du pays en matière d'armes nucléaires et de capacités de missiles. La Corée du Nord a testé 6 dispositifs nucléaires en 2006, 2009, 2013, 2 fois en 2016 et 2017. En 2009, lorsque les pourparlers nucléaires à 6 parties entre les États-Unis, la Corée du Nord, la Corée du Sud, la Chine, le Japon et la Russie ont finalement échoué, la Corée du Nord a veillé à ce que les installations produisant le matériau fissile utilisé dans leurs armes nucléaires reprennent la production. Selon les renseignements recueillis par les États-Unis, la Corée du Nord a même développé une ogive nucléaire miniaturisée, suffisamment petite pour être montée sur des missiles balistiques à longue portée. En 2023, la Corée du Nord a intensifié ses essais d'armes nucléaires par rapport à l'année précédente. Ils ont réalisé des essais de missiles balistiques, de croisière et hypersoniques. Ces missiles, volant à basse altitude, sont difficiles à détecter par radar. En avril 2023, ils ont même testé le Hwasong-18, qui est considéré comme leur missile le plus puissant, qui utilise du carburant solide, permettant un lancement plus rapide par rapport à ceux alimentés par du carburant liquide. Lors de son vol d'essai initial, le Hwasong aurait volé 1000 km, mais on dit qu'il a une portée d'environ 15 fois cela. Le deuxième test en juillet 2023 a envoyé un autre missile Hwasong à plus de 6600 km en 74 minutes. Comme ses prédécesseurs, le Hwasong-18 pourrait atteindre le continent américain. Les rencontres entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont accru les inquiétudes que la Corée du Nord chercherait une technologie d'armes plus avancée en Russie. Inutile de dire que Kim Jong-un a la morsure proverbiale à propulsion nucléaire pour soutenir son aboiement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas réellement le chien fou que certaines personnes semblent penser qu'il est. Bien qu'il soit définitivement excentrique, il est loin d'être un mégalo erratique et irrationnel. En tant que dictateur, il est plus astucieux, rusé et surtout rationnel dans ses décisions. Et cela s'applique même lorsqu'il lance des menaces d'action militaire. Ceci fait partie de sa stratégie pour se positionner comme une menace crédible sur la scène mondiale et le leader suprême et incontesté de son pays. Pour comprendre exactement pourquoi Kim Jong-un est si prompt à faire des menaces militaires, nous devons d'abord remonter dans le temps, à l'époque où son père, Kim Jong-il, dirigeait le pays. Des décennies auparavant, la Corée du Nord était un pays isolé, soutenu par l'Union soviétique pour servir de barrière, empêchant les idéaux capitalistes du monde occidental de s'infiltrer en Asie du Nord-Est. Cependant, lorsque l'Union soviétique s'est finalement dissoute, tout le soutien financier qu'elle apportait à la Corée du Nord s'est soudainement tari. Sans subvention, le pays a sombré dans une catastrophe économique si grave qu'elle a coûté la vie à 1/10 de sa population qui est morte de faim à cause d'une famine extrême qui deviendra connue sous le nom de marche ardue, ce qui, nous pensons sincèrement, est probablement une formulation assez légère. Le pays risquait l'effondrement dans les années 90, non seulement à cause de la situation économique, la famine avait réussi à saper une partie clé de l'idéologie d'État officielle de la Corée du Nord à l'époque, qui imposait d'énormes restrictions sur l'information disponible pour ses citoyens. La Corée du Nord enseignait à son peuple à croire sans question qu'il vivait dans un lieu de liberté et de prospérité, et le manque d'informations contraires, entrant dans le pays de l'extérieur, rendait cela plus facile à croire. Mais puis la marche ardue a frappé, et tout à coup, les citoyens nord-coréens moururent de faim, ce qui rendait certainement beaucoup plus difficile de croire que la propagande de l'État était incontestablement vraie. Suite à la famine, la Corée du Nord a dû assouplir sa frontière avec la Chine pour permettre l'entrée de nourriture à vendre sur les marchés noirs. Quand des livres et vidéos de l'extérieur de la Corée du Nord ont été introduits clandestinement avec de la nourriture,
les citoyens ont pu entrevoir le monde extérieur au-delà des frontières. Une autre manière dont la perte du soutien de l'Union soviétique a menacé l'existence même de la Corée du Nord était que le pays n'avait plus de grande superpuissance pour le protéger du monde extérieur. L'influence occidentale, en particulier la portée des États-Unis à travers le monde, était perçue comme une menace directe pour Kim Jong-il et son régime, et était même ouvertement hostile envers la Corée du Nord. Alors, pour résoudre ces problèmes qui menacèrent de saper son règne sur le pays, Kim Jong-il a conçu une politique pour convaincre les gens vivant sous son règne que la famine et les difficultés économiques étaient en réalité pour le bénéfice de la Corée du Nord. Elle était appelée la politique Songun, ou politique du militaire d'abord. On a dit aux Nord-Coréens que la raison de leur faim et de leur pauvreté persistante n'était pas parce que leur pays n'était pas aussi prospère que la propagande de l'État leur avait dit. Au lieu de cela, Kim Jong-il a prétendu que la raison pour laquelle il maintenait ses citoyens dans la pauvreté était qu'il était nécessaire de financer l'armée de la Corée du Nord pour les protéger des menaces internes et externes. Le discours était que les Américains impérialistes étaient bons sur le point d'envahir la Corée du Nord et feraient des choses inimaginables s'ils parvenaient à renverser le régime de Kim Jong-il. Ainsi, la politique de Songun a utilisé la pauvreté des Nord-Coréens ordinaires pour les rallier derrière le régime, plutôt que de les rendre rancuniers pour les avoir laissés mourir de faim. La famine a été requalifiée en perte de vie nécessaire pour permettre à l'armée nord-coréenne d'empêcher les Américains de prendre le contrôle. Pour soutenir un mensonge, il faut maintenir les apparences. Et si nous parlons d'un mensonge à cette échelle, il faut aller assez loin pour empêcher les graines du doute de se propager. Quelle meilleure façon de faire croire aux gens en la nécessité de la puissance militaire qu'en faisant constamment de hardies proclamations de guerre afin que vous puissiez être vus par le peuple frappant audacieusement contre vos ennemis? En un sens, beaucoup des menaces de guerre de Kim Jong sont une astuce qu'il a apprise de son vieux père comme un moyen de faire un spectacle pour le peuple nord-coréen, autant qu'un moyen pour lui de garder le reste du monde sur le qui-vive. Des menaces comme celle-ci maintiennent en vie l'un des plus grands mensonges du pays. L'idée qu'ils sont constamment au bord d'une guerre totale avec l'Amérique et ont besoin de toute la puissance militaire et des armes nucléaires qu'ils peuvent obtenir. Les divers essais nucléaires effectués par la Corée du Nord au fil des ans sont en partie dus à leur intérêt pour les armes nucléaires. C'est principalement ainsi que Kim Jong-il a maintenu la politique de Songun vivante dans l'esprit de tous. C'est une tradition familiale que son fils a continué à perpétuer. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison des essais nucléaires continus de la Corée du Nord. Songun et la représentation du pays comme ripostant contre leurs ennemis ne sont qu'une partie de la raison pour laquelle Kim Jong-un menace toujours la guerre. Une autre raison est que c'est un moyen de repousser les sanctions imposées par d'autres pays. Évidemment, les autres nations ne se limitent pas à observer la Corée du Nord en espérant que ces menaces de guerre sont simplement théâtrales. En fait, les Nations Unies ont historiquement activement essayé de repousser tous ces tests de missiles inquiétants. Face aux sanctions de l'Organisation des Nations Unies, Kim Jong-un réagit souvent par plus de provocations, préparant ses troupes pour des attaques nucléaires. Mais ce n'est pas parce qu'il désire aller en guerre avec ses ennemis. Les guerres sont coûteuses, nécessitant d'abandonner un style de vie luxueux pour se concentrer sur la direction des forces. Cependant, si une guerre éclate réellement, Kim Jong-un sait qu'il n'a peut-être pas beaucoup de chances de gagner. Malgré le fait qu'il soit un pays si fortement militarisé, Kim Jong-un est bien conscient de la façon dont ses soldats, leurs armes et leur formation se comparent à celles des autres armées du monde. Bien sûr, il en est conscient. Il est donc capable d'employer la politique de peur de son père pour perpétuer la politique Songun. Alors, pourquoi tant de bruit et de provocations de guerre s'il ne croit pas pouvoir gagner? Eh bien, on dirait qu'il y a un risque de guerre. Tout comme un enfant qui fait une crise de colère, les cris et les déclarations exagérées du leader suprême de la République populaire démocratique de Corée ne sont pas un indicateur que la fin des temps est sur nous, mais plutôt qu'il veut obtenir ce qu'il veut et qu'il réagit quand il ne l'obtient pas. Cela crée néanmoins un problème conséquent, volontaire ou non. Le problème n'est pas que la Corée du Nord risque de déclencher involontairement une guerre nucléaire, mais que ces éclats pourraient augmenter le risque d'un conflit non désiré. Peu importe combien d'entre eux sont vides, une menace à cette échelle reste une menace et une cause majeure de préoccupation. Par exemple, lorsque la Corée du Nord effectue des essais de missiles, personne ne s'attend à ce que la Corée du Sud soit en danger imminent. Mais cela suscite toujours beaucoup d'inquiétude, et Kim Jong-un est parfaitement conscient de la sensibilité de ses ennemis à ce danger potentiel. Afin de le maintenir apaisé, la Corée du Sud et les États-Unis ont offert des concessions à la Corée du Nord dans le passé afin d'empêcher ces provocations de dégénérer en un conflit à part entière. C'est fait dans le but de calmer les éclats futurs, mais étrangement, cela incite Kim Jong-un à continuer à provoquer occasionnellement l'ours pour voir quel type de réaction il peut obtenir et si cela lui fournira un résultat favorable. Aussi récemment qu'en 2024, Kim Jong-un a déclaré que la Corée du Nord n'avait aucune intention d'éviter la guerre avec la Corée du Sud et les considérait comme l'ennemi principal de son pays.
Il a également dit à son peuple qu'il devrait se préparer à une guerre avec les États-Unis, mais beaucoup de cela revient à lui voulant exercer une pression sur l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, dans l'espoir qu'il pourrait finalement la saper. Ces actions sont purement nées de la volonté de se maintenir au pouvoir et de maintenir son régime en vie en détournant l'attention du peuple nord-coréen vers les pays qu'il a identifiés comme des ennemis hostiles et loin des nombreux échecs du régime afin qu'il puisse apparaître comme un leader puissant et réussi, sans réellement aborder les nombreux problèmes auxquels sont confrontées les personnes vivant sous son régime, tels que la disparité de richesse et les violations des droits de l'homme auxquels il a soumis ses citoyens. Il n'est pas difficile de voir à quel point Kim Jong-un se sent menacé dans sa position de leader suprême, puisque c'est même un crime en Corée du Nord de parler de manière négative du régime, du gouvernement, de Kim lui-même ou de sa famille. Pas un crime qui entraîne juste une réprimande sévère, c'est le genre de crime qui est puni par la mort. Ce ne sont pas seulement ses citoyens que Kim Jong-un veut qu'on le prenne au sérieux, car les provocations plaisent également aux hauts fonctionnaires militaires et aux politiciens des élites fortunées de la Corée du Nord qui ont également grandement bénéficié du régime. Ces personnes ont considérablement plus d'expérience que lui, certaines d'entre elles ayant même servi sous son père, Kim Jong-il, avant sa mort. Alors, comment maintenez-vous tout le monde en ligne et assurez-vous qu'aucun de vos généraux ne lance un coup d'État contre vous? Vous vous faites passer pour quelqu'un d'aussi dur que cher vieux papa. C'est comme une version nord-coréenne de Succession si tous les enfants Roy avaient également accès au code nucléaire, ce qui pourrait vous donner une idée de combien cette situation est dangereuse. À son crédit, Kim Jong-un n'a pas perdu de temps pour s'établir comme le grand chef lorsqu'il a pris le pouvoir pour la première fois. Lorsqu'il a pris la relève de Kim Jong-il début 2012, il a mis en œuvre l'une des purges politiques les plus violentes de l'histoire de la Corée du Nord. Un certain nombre de hauts fonctionnaires ont été exécutés sous prétexte d'actions traîtres, mais plus probablement parce que Kim Jong-un ne voulait pas qu'il le sape. Il est même allé jusqu'à en faire tuer un avec un canon anti-aérien. Nettoyer la maison est une bonne façon de s'établir comme le gars le plus dur de la cour. Le deuxième est de faire en sorte que les gens pensent exactement cela. Et c'est là que ces diverses provocations militaires agressives entrent en jeu. Développer et tester des armes nucléaires envoie un message clair aux hauts officiels de Kim Jong-un. Le leader suprême est sérieux. Menacer des pays, il doit être extrême pour faire ça, non? Jouant sur la politique interne de la Corée du Nord elle-même, Kim Jong-un utilise ses déclarations bruyantes et audacieuses en direction de la guerre pour prouver à ceux qui l'entourent qu'il est un leader capable, ralliant non seulement les citoyens de la République populaire démocratique de Corée, mais aussi ses hauts fonctionnaires autour de lui, les encourageant davantage à le soutenir quoi qu'il arrive, et aussi parce qu'il aurait eux et leurs familles tués ou envoyés dans un camp de travail forcé pour avoir osé défier ou même simplement questionner ses actions imprudentes. Cependant, tout en essayant de séduire le reste des élites fortunées de la Corée du Nord avec ses provocations de guerre, Kim Jong-un doit équilibrer cela avec le fait de ne pas mettre en danger ses relations avec ses alliés. La Russie et la Chine sont ses deux principaux soutiens. Malgré leur position souvent opposée à l'Occident, et en particulier aux États-Unis, aucun de ces pays n'est impatient que Kim Jong-un appuie sur le gros bouton rouge malgré le fait qu'il soit de ses alliés. La Chine reste l'un des partenaires internationaux les plus importants de la Corée du Nord, représentant près de 90% de son commerce extérieur. Alors que la Chine a clairement des plans expansionnistes pour l'Asie, avec Taïwan en première ligne dès que Pékin juge bon de frapper, le Parti communiste chinois n'a aucun intérêt à régner sur un tas de décombres irradiés. Le résultat est que Kim parle des deux côtés de sa bouche, jouant simultanément le partenaire économique stable pour la Chine, tout en portant la couronne d'un roi fou à l'énergie nucléaire prêt à tout faire exploser avant de perdre le pouvoir. Les nerds astucieux de la politique étrangère pensent probablement que c'est un pari dangereux. Kim Jong-un mise essentiellement l'état du monde sur le maintien de son royaume et de son style de vie ridiculement somptueux. Et vous auriez raison. Si Kim surestime sa main et finit par devoir mettre son argent là où est sa bouche, Kim ne sera pas le seul à tomber. Nous pourrions tous aller vers une tombe ardente et radioactive avec lui. Les sanctions et le discours dur semblant faire peu pour dissuader le comportement imprudent de Kim, il est devenu une question ouverte parmi les membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et ses partenaires indo-pacifiques sur la manière dont l'Alliance devrait gérer l'escalade. Ri Yong-ho et David Maxwell de l'Intérêt national ont suggéré qu'une action physique doit être prise pour illustrer que les armes nucléaires ne sont une condition de victoire pour personne impliquée, mais surtout pour la République populaire démocratique de Corée, où les escalades pourraient en finalement atteindre un pic irrévocable. Maxwell et Ho ont proposé une attaque limitée similaire au bombardement ciblé israélien de la Syrie en 2007. Pour ceux qui ont une mémoire floue à ce sujet, le 30 mars 2007, un rapport de renseignement a été publié déclarant, je cite, « La Syrie a installé sur son territoire un réacteur nucléaire pour la production de plutonium via la Corée du Nord,
qui, selon une première évaluation du pire scénario, est susceptible d'être activé dans environ 1 an. Un développement préoccupant, bien qu'il ne soit pas aussi avancé que la situation en Corée du Nord actuellement, étant donné que la République populaire démocratique de Corée est déjà confirmée comme ayant des missiles balistiques intercontinentaux nucléaires fonctionnels. Cependant, compte tenu de la position de la Syrie en tant que proxy pour l'Iran dans le conflit plus large du Moyen-Orient, impliquant également Israël et les États-Unis, ainsi que leur assortiment d'alliés et d'ennemis dans la région, le développement d'un réacteur nucléaire, qui aurait pu conduire au développement d'armes nucléaires, a été considéré comme un mouvement intenable et Israël a choisi de répondre. Le 6 septembre de la même année, Israël a envoyé 4 avions de chasse F-16 au cœur de la Syrie pour frapper l'installation du réacteur nucléaire d'Al-Kibar, en construction située près de Deir ez-Zor. Au cours de cette opération de 4 heures, l'installation aurait été endommagée au-delà de toute réparation, paralysant les rêves de nucléarisation en développement de la Syrie. Une démonstration de force ciblée pourrait-elle réduire les menaces de guerre constantes de Kim? Peut-être, mais c'est un pari belliqueux, avec une récompense potentiellement élevée, tempérée par un risque catastrophiquement élevé. Pour comprendre pleinement la mentalité de Kim Jong-un et sa volonté de présenter son dernier recours comme sa première ligne d'action, vous devez également comprendre le contexte historique d'être un dictateur. C'est une voie professionnelle qui peut vous offrir des luxes somptueux pendant que vous êtes en vie, mais au final, ils partent rarement en paix. Benito Mussolini, le dictateur italien de la Seconde Guerre mondiale, a été exécuté par des partisans avec sa femme après l'effondrement de son régime fasciste, après quoi leurs cadavres ont été traînés dans les rues. Nicolae Ceausescu a régné sur la Roumanie d'une main de fer de 1965 à 1989 jusqu'à ce qu'une révolte le voie lui et sa famille mis dos à un mur d'exécution et exécutés sommairement. Le dictateur irakien Saddam Hussein a été pendu à l'extérieur de Bagdad lorsqu'il a perdu son pouvoir en 2006 et moins d'une décennie plus tard. Le dictateur libyen Muammar Kadhafi a été attaqué par une foule en colère qu'il a brutalisé et assassiné en vidéo pour les crimes qu'il a commis contre le peuple libyen. Et ce ne sont là que quelques-uns des dictateurs qui sont morts de la colère de leur propre population après avoir perdu leur pouvoir institutionnel. C'est un conte aussi vieux que le temps, et des histoires comme celle-ci contribuent largement à la paranoïa extrême des dictateurs qui sont encore au pouvoir. L'un des alliés nominaux de Kim, Vladimir Poutine, aurait été hanté par les images de Kadhafi se faisant tuer. Il a vu un avenir potentiellement sombre pour lui-même aux mains du peuple russe. De nombreux experts en politique étrangère ont pointé ce moment en 2011 comme un point d'escalade marqué dans la méfiance du leader russe envers tout le monde autour de lui. Il n'est pas difficile d'extrapoler ce même sentiment à Kim Jong-un. Même en cas d'unification coréenne, il semble peu probable que les États-Unis soient impatients de donner une seconde chance à Kim après des années d'atrocités humanitaires et de menaces effrénées de guerre nucléaire. Le changement de régime menace non seulement le mode de vie de Kim Jong-un, mais aussi sa vie. Et face à cette menace existentielle, il est logique du point de vue d'un dictateur égoïste légendaire de rappeler constamment au monde qu'il porte un interrupteur mortel nucléaire. Si la dynastie Kim tombe, l'humanité tombe aussi. C'est l'objectif réel de la posture militaire de Kim. C'est pourquoi il est judicieux d'être sceptique quant aux bénéfices d'une frappe ciblée. Bachar al-Assad de Syrie n'est pas un ange. En réalité, il partage avec Kim une tendance à réprimer toute rébellion par des moyens extrêmement brutaux contre son peuple, incluant la torture généralisée et l'usage notoire d'armes chimiques. Mais il est, dans une certaine mesure, un acteur rationnel et un mandataire moins égoïste de l'Iran que la République populaire démocratique de Corée ne l'est pour la Chine. Mais en 2007, alors qu'il y avait une chance non nulle de représailles militaires de la part de la Syrie et de l'Iran pour l'attaque du réacteur israélien, aucun des deux n'était une puissance nucléaire. Si Kim interprétait une frappe tactique de ce genre comme le prélude à une invasion plus large ou à des attaques plus directes contre lui-même, nous pourrions tous finir par découvrir de première main à quel point il est désagréable d'être touché par des retombées nucléaires. Une autre solution potentielle avancée pour cette situation incroyablement précaire est l'utilisation de la guerre psychologique et de l'information. Alors que nous avons discuté plus tôt de la manière dont les menaces de guerre de Kim sont un moyen de gagner les faveurs des élites nord-coréennes et de ses hauts responsables militaires, ces figures existent toujours sous la coupe de Kim et pourraient exprimer en privé leur inquiétude que les menaces nucléaires de Kim ne les entraînent tous dans le même apocalypse mondial. Mais ces points de vue devraient être exprimés très discrètement. Comme mentionné, Kim apprécie une bonne purge politique. Les membres de haut rang du parti et même les membres de sa propre famille ne sont pas exemptés d'assassinats brutaux ou d'exécutions lorsqu'il a le sentiment qu'ils se retournent contre lui. Si Kim vous apprécie, vous pouvez vivre dans le luxe, mais en réalité c'est une cage dorée, car dès qu'il se lasse de vous, vous et toute votre famille êtes envoyés pour être travaillés à mort dans un camp de travail forcé. Cela suscite probablement des ressentiments que les ennemis de la Corée du Nord sont impatients d'exploiter.
La voie de la guerre de l'information implique de déstabiliser le royaume ermite de l'intérieur en utilisant l'application astucieuse de la connaissance, en donnant à la population générale l'accès à des informations sûres et des médias du monde entier, ce qui pourrait briser le culte de la personnalité et la propagande soigneusement organisée que la dynastie Kim a passé des décennies à imposer. Et si vous doutez de son efficacité, cela soulève la question de savoir pourquoi la consommation de médias extérieurs peut vous conduire à l'exécution si vous êtes pris. Mais il peut être plus efficace de tourner ces tactiques d'opération psychologique vers les élites et les hauts fonctionnaires qui entourent Kim, les personnes qui pourraient glisser dans le vide du pouvoir qu'il crée lors de sa déposition ou de sa mort. Travailler de l'intérieur pour déstabiliser les hautes sphères du régime pourrait retourner l'agression de Kim vers l'intérieur, au moins en détournant une partie de son attention de la menace d'un Armageddon nucléaire pour le reste du monde. Et dans un scénario potentiellement idéal, Kim pourrait potentiellement être déposé de l'intérieur et remplacé par une figure potentiellement plus sympathique aux intérêts occidentaux, ou à tout le moins un peu moins libérale avec les terrifiantes menaces nucléaires. Certainement, des voix dans le domaine de la sécurité nationale adoptent une approche plus modérée face à l'escalade apparente des activités et de la rhétorique nord-coréenne. Le commentateur Sidney Seiler, du Centre d'études stratégiques et internationales, est d'accord pour dire que la préparation des Nord-Coréens à la guerre est un facteur clé pour préserver leur légitimité extérieure. Aucune des innombrables menaces qui ont émergé depuis l'armistice de 1953 n'a jamais réellement abouti à un conflit réel, suggérant que malgré l'apparence d'escalade, nous pourrions simplement être en train de regarder les affaires comme d'habitude ici. Selon ses propres mots, une grande raison à cela a été l'engagement de sécurité des États-Unis envers la Corée du Sud, la présence des forces américaines en Corée du Sud, forces américaines en Corée du Sud pour soutenir cet engagement, et le rôle du commandement des Nations Unies dans le maintien de l'armistice. La dissuasion a réussi. On a toutes les raisons de le penser aujourd'hui. Le secrétaire à la défense des États-Unis, Lloyd Austin, confirme que l'alliance États-Unis-Corée du Sud, l'une des plus solides, capables et interopérables, a dissuadé un conflit majeur sur la péninsule coréenne pendant des décennies. Si besoin, nous sommes prêts à combattre ce soir. C'est une guerre de mots et de postures militaires, et si nous avons de la chance, elle restera dans l'arène rhétorique plutôt que nucléaire. Seiler souligne aussi que plusieurs préoccupations récentes, comme le désintérêt de Kim pour la réunification, ne sont pas des actions inédites. Les analystes politiques estiment que c'est une partie de la stratégie de gestion des risques de la République populaire démocratique de Corée depuis l'invasion russe de l'Ukraine, qui a rendu les relations internationales mondiales tendues. Le risque ici est les conséquences négatives des interactions avec les alliés, l'exposition à leur influence et la fuite potentielle de renseignements. Comme nous l'avons mentionné plus tôt en discutant de l'angle de la guerre de l'information, le statu quo de la Corée du Nord est étonnamment délicat. C'est pourquoi ils ont besoin d'utiliser des tactiques totalitaires pour le maintenir. L'échange culturel et même diplomatique pourrait affaiblir la position de négociation forte de Kim et envoyer le pays en eaux inconnues. Des eaux qui pourraient engloutir la dynastie Kim si elle n'est pas prudente. Les alliances sont annulées, les ambassades clôturées et les frontières sécurisées. C'est une technique qui fait qu'un retrait tactique diplomatique semble être un acte de force de la part de la République populaire démocratique de Corée. Les données sur les actions plus larges de Kim semblent également suggérer que les menaces de guerre sont tout aussi superficielles qu'elles l'ont toujours été. Lors de la 9e plénum élargie du 8e comité central du Parti du travail de Corée et de la 19e réunion élargie du bureau politique du 8e comité central du Parti du travail de Corée, deux noms très longs pour certaines réunions politiques importantes en Corée du Nord, Kim a souligné l'importance du développement économique et des temps difficiles à venir. Les investissements dans la revitalisation économique, plutôt que la mobilisation de toutes les ressources pour la machine de guerre, suggèrent que passer à l'offensive n'est pas une véritable priorité pour la République populaire démocratique de Corée dans un avenir immédiat. Quelles que soient les menaces proférées par les porte-paroles nord-coréens, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas prendre au sérieux les aspirations militaires de la Corée du Nord dans une perspective stratégique à long terme. D'après un rapport de la Maison-Blanche, la République populaire démocratique de Corée a cherché à obtenir de la Russie une aide militaire, incluant des avions de chasse, des missiles solaires, des véhicules blindés, des matériels de production de missiles balistiques et d'autres technologies avancées. Il va sans dire que la position de la Russie en tant que puissance militaire sur la scène mondiale a été quelque peu diminuée par une longue série d'embarras lors de la guerre en Ukraine, ce qui a eu pour conséquence de les rapprocher davantage de la République populaire démocratique de Corée et par la même occasion d'augmenter la confiance de Kim pour agir de manière militairement agressive envers la Corée du Sud et les États-Unis. Pourquoi? À cause d'une théorie en sciences politiques connue sous le nom de paradoxe de la stabilité-instabilité, qui stipule en termes simplifiés que si les grandes guerres entre deux puissances nucléaires sont peu probables, les conflits à petite échelle deviennent plus probables. Alors que les armes nucléaires sont, pour des raisons évidentes, l'un des principaux points de préoccupation lorsque la Corée du Nord menace ouvertement la guerre,
on ne peut sous-estimer le pouvoir destructeur de l'arsenal d'armes conventionnelles de la Corée du Nord, qui est sûr de déchaîner un enfer absolu sur des centres de population majeurs comme Séoul en Corée du Sud lors des premières salves d'une guerre de Corée rallumée. S'engager dans une guerre conventionnelle contre les voisins du Sud est une possibilité accrue avec des armes supplémentaires et de l'artillerie en provenance de Russie. Les relations internationales peuvent progresser lentement ou rapidement, donc toute situation peut changer vite. Nous ne pouvons qu'espérer qu'en général, les esprits les plus calmes prévalent et que les constantes menaces de guerre vides de Pyongyang restent vides pour un avenir prévisible. Sinon, nous aurons tous de gros problèmes. Maintenant, découvrez à quel point le leader nord-coréen Kim Jong-un est cruel et plus d'histoire sur la vie en Corée du Nord. Ou regardez plutôt ceci.